Hola a todos, muy buenos días, espero que nos... Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendiez bien. Merci de vous connecter à cette session d'information hebdomadaire de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette séance durera environ 1 heure, comme toutes les semaines. Nous avons déjà reçu vos questions par le courriel et vous pourrez poser vos questions en direct et à travers le chat sur le clic Q et A. Nous vous demandons de ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Vous avez la traduction simultanée vers le français, vers l'anglais et vers l'espagnol et portugais. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre en cliquant sur le petit globe interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous parlera de la situation du COVID-19 dans notre région et quelle est la situation actuelle. Avec le docteur Carissa Etienne, pendant la séance d'aujourd'hui, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19 à l'OMS. Je passe la parole au docteur Carissa Etienne. Merci Sébastien et bonjour à toutes et à tous. Mes remerciements de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence de presse. La semaine dernière, le continent américain a signalé près d'1,5 million nouvelles infections par le COVID et plus de 26 000 morts liées à ce virus, plus que dans toute autre région du monde. En Amérique du Nord, le Canada connaît une augmentation des infections et des morts liées au COVID. Aux États-Unis, les cas ont baissé au cours de la semaine dernière. Cependant, les morts sont en augmentation. Au cours de la même période, le Mexique a signalé une réduction de la transmission. Dans les îles plus grandes des Caraïbes, comme Porto Rico, Cuba et la République dominicaine, on est à une tendance à la baisse, alors que les îles plus petites des Caraïbes connaissent la tendance opposée. Les hôpitaux à Sainte-Lucie signalent des réductions de stock pour ce qui est le professionnel de santé et l'oxygène, et les hospitalisations continuent à monter. Et aux Bermudes, comme dans beaucoup de pays et de territoires américains, les travailleurs de la santé sont épuisés et c'est une inquiétude pour les hôpitaux. La plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, excepté au Belize, on observe une chute des infections, même si les morts sont en augmentation au Brésil, en Équateur et au Pérou. Les vaccins ont le pouvoir de sauver les vies, comme vous le savez, et de changer le cours de la pandémie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais vous mettre à jour sur les efforts d'immunisation sur le continent américain. Plus d'1 milliard de doses de vaccins ont été administrées dans notre région. 35% de la population en Amérique latine et dans les Caraïbes ont complété leur schéma vaccinal contre la COVID-19. Mais ce qui est le plus important, c'est que la couverture vaccinale n'est pas uniforme, tandis qu'au Canada, au Chili, en Uruguay et au Porto Rico, 70% de la population a complété son schéma vaccinal. 10 pays et territoires de notre région n'ont même pas touché 20% de leur population. Et en Haïti, moins d'1% de la population a été vaccinée jusqu'à présent. La plupart des pays continuent à avoir un accès limité aux vaccins. C'est la raison pour laquelle nous encourageons à travers nos annonces, notamment lors du sommet mondial de la COVID-19 la semaine dernière, où des leaders mondiaux ont promis de donner 850 millions de doses et où le président Biden a annoncé que les États-Unis, à eux seuls, donneraient un demi-milliard de doses à des pays aux faibles revenus ou aux revenus moyens, ce qui représentera 1,1 milliard de doses données par les États-Unis. Lors de ce sommet, j'ai déclaré aux participants que pour
dépasser cette pandémie, il faut disposer des outils nécessaires à détecter et traiter la COVID-19 et que nous devons augmenter la production mondiale de vaccins en profitant du savoir-faire, la capacité des régions comme la nôtre. Mais pendant ce temps-là, les dons de vaccins continuent à être toujours le moyen le plus rapide de soutenir les pays de notre région. L'OPS a aidé le COVAX à fournir 50 millions de doses à notre région, y compris 14 millions de doses issues de dons. Et nous avons la capacité d'augmenter ce soutien rapidement. Nous exhortons les pays à ne pas retarder leurs dons parce que les vies sont en jeu. L'OPS fait effectivement tout ce qu'elle peut pour accélérer les campagnes de vaccination dans notre région. Dans les prochains mois, l'OPS travaillera de façon très étroite avec le mécanisme COVAX pour fournir des dizaines de millions de doses à notre région, la plupart étant destinées aux pays dont la couverture vaccinale est basse, comme la Jamaïque, le Guatemala et le Nicaragua. Nos équipes techniques et d'acquisition travaillent main dans la main avec ces pays pour les aider à préparer leurs professionnels de santé et leur système de santé pour qu'ils puissent développer leur campagne de vaccination. Par exemple, nous sommes sur le terrain en Haïti pour aider ce pays à bien profiter des doses qu'il a à disposition et nous travaillons avec le gouvernement haïtien et les ONG internationales pour organiser les prochaines arrivées de vaccins ces prochains mois. Une attention toute spéciale est portée à l'augmentation de la vaccination dans les zones touchées par le tremblement de terre. Et nous devons recourir à toutes les stratégies possibles pour obtenir plus de doses. Notre fonds rotatif est dans des discussions avancées avec des fabricants de vaccins pour acheter des doses additionnelles au nom de nos États membres pour compléter les négociations bilatérales, les dons. Et ces doses seront reçues à travers le mécanisme COVAX. Nous sommes heureux de participer et de communiquer. Nous avons trouvé un accord avec Sinovac. Nous avons commencé à accepter des commandes qui seront prêtes pour une livraison cette année. Nous attendons à signer d'autres accords dans les jours prochains pour acheter des vaccins qui ont reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS pour d'autres fournisseurs en 2021 et 2022. Mais l'administration de vaccins concerne autre chose seulement que les doses. Il nous faut plus de seringues au fur et à mesure que les campagnes de vaccination se développent. L'OPS a déjà garanti plus de 150 millions de seringues pour nos États membres et le fonds rotatif travaille pour garantir des livraisons pour le reste de 2021 et pour consolider les demandes des pays en ce qui concerne les seringues et les kits de premiers secours pour 2022. Nous essayons de combler ces lacunes immédiates, mais l'OPS travaille également pour augmenter la capacité de notre région à fabriquer des vaccins ainsi que des technologies médicales. L'Amérique latine et les Caraïbes ont importé pratiquement tous les produits médicaux qu'ils ont employés pour répondre à la pandémie de COVID et aujourd'hui, nous en payons le prix puisque nous devons gérer des retards de production. Cependant, notre région a la capacité et le savoir-faire pour réduire la dépendance vis-à-vis de ces fournisseurs mondiaux. Nous avons étudié plus de 30 propositions et un comité externe et indépendant, un comité d'experts a retenu 2 projets, le fabricant public, l'Institut Biomanguinhos de technologie à la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro, au Brésil, ainsi que le labo privé Synergium Biotech en Argentine, ces deux institutions vont recevoir un soutien technique de la part de l'OPS et de l'OMS pour accélérer le développement et la production de vaccins à ARN messager, ce qui est la même plateforme technologique qui a été employée par Pfizer et Moderna en Amérique latine et aux Caraïbes. Il s'agit d'une initiative stratégique parce que la technologie à ARN messager peut également être employée pour développer d'autres vaccins
pour solutionner des problèmes de santé publique dans nos régions comme Zika, la fièvre dengue et autres. Ces deux institutions que nous avons choisies ont une grande expérience dans la fabrication de vaccins et puiseront dans cette expérience pour protéger les gens dans notre région de la menace du COVID et d'autres futurs risques de santé. Tous les vaccins qui vont être protégés par cette initiative seront disponibles pour tous les pays latino-américains et des Caraïbes à travers le fonds rotatif de l'OPS et profiteront donc à toute la région. Bien entendu, fabriquer un vaccin requiert de nombreuses étapes. Nous invitons donc les fabricants, les laboratoires pharmaceutiques publics et privés qui sont capables de développer, de produire des composants essentiels pour les vaccins à ARN messager à venir rejoindre cette plateforme régionale. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 octobre et nous encourageons les fournisseurs de notre région à se porter candidat. Pour terminer, nous comptons sur le soutien de nos États membres, des institutions financières et d'autres partenaires pour donner la priorité aux investissements dans notre chaîne de valeur régionale. Parce que faire croître la fabrication régionale nécessite des investissements très importants et le coût de l'inaction est trop élevé. Nous ne pouvons pas travailler tous seuls. Donc, une fois de plus, j'exhorte les pays, les institutions, les partenaires de notre région à collaborer pour que nous puissions sortir de cette pandémie plus rapidement et plus fort pour être résilients quand la prochaine crise arrivera. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous allons maintenant passer aux questions que vous nous avez envoyées par courrier électronique et également les questions que nous recevons à travers le Q&A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias. La première question est du Mexique, Sandra, de l'agence Reuters. Cassandra Garrison pose la question. Cette semaine, Reuters a publié un article sur le plan du mécanisme COVAX de revoir la méthodologie d'allocation des vaccins pour prendre en compte la proportion des populations qui ont été vaccinées par des vaccins à travers des accords séparés. Est-ce que l'OPS peut confirmer cette nouvelle méthodologie qui va avoir un impact sur l'allocation des vaccins à travers le mécanisme COVAX pour le Mexique ou les pays d'Amérique centrale? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces changements et le timing de ces allocations? Merci pour cette question. C'est vraiment très important parce que nous parlons d'un accès équitable que l'OPS a souligné dans des conférences de presse antérieures pour avoir plus de vaccins pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Le mécanisme COVAX a annoncé il y a 2 semaines qu'il y aura une étape d'allocation au dernier trimestre de cette année, à partir d'octobre. Et on parle de 120 millions de doses pour le monde. Ces 120 millions de doses seront allouées aux pays qui ont moins de 10% de couverture vaccinale. Donc, cela profitera à 3 pays de notre région, Haïti, le Nicaragua et la Jamaïque. Mais le mécanisme COVAX a également annoncé pour novembre et décembre 600 millions de doses disponibles. 50% de ce total sera alloué aux pays qui ont une couverture vaccinale basse. Cela profitera également aux 3 pays précités, mais 7 autres pays. Et donc, cela profitera aux 10 pays qui n'ont pas atteint 20% de couverture vaccinale de leur population. 10% est utilisé comme seuil plancher parce que les groupes les plus vulnérables, comme les professionnels de santé, les personnes âgées et les gens qui ont des problèmes de santé préexistants, sont plus susceptibles de développer des formes graves de la COVID-19. Et ces personnes-là, ces groupes atteignent à peu près 10% de la population. Donc, c'est le pourcentage nécessaire pour
couvrir ces personnes vulnérables. Donc, le mécanisme COVAX a annoncé ces 2 allocations distribution prévues et c'est en phase avec ce que l'OPS défend depuis le début. C'est-à-dire qu'en fonction des données épidémiologiques et des taux de couverture dans chaque pays, et ce sont les éléments qui nous permettent de décider des priorités. Donc, c'est une bonne nouvelle que le mécanisme mondial COVAX accepte de recourir à ces critères pour garantir un accès plus équitable aux vaccins. Merci, docteur. La question suivante est de Cynthia Torres au Nicaragua qui nous demande s'il y a des dates spécifiques pour l'arrivée de Pfizer et d'autres et si au Nicaragua et si OPS suit ce que fait le ministère de la Santé là-bas pour vérifier est-ce qu'il y a des dates précises pour l'arrivée de ces vaccins Pfizer et Sinopharm. Docteur Ugarte, merci. Demain, le 30 septembre, arriveraient 138 000 doses de Sinopharm, puis le don de 236 000 doses de Pfizer qui sont prévues pour la deuxième semaine du mois d'octobre, peut-être le 11. L'OPS est engagé, comme vous le savez, à chercher plus de vaccins pour les pays qui ont moins de couverture, comme l'a dit notre directrice. Et dans ce sens, nous faisons des efforts conjoints nous avons observé que la demande de vaccination au Nicaragua est importante. Et dans ce sens, félicitations au peuple nicaraguayen qui sont en train de se vacciner et nous espérons que ces vaccins soient disponibles en une plus grande quantité. Je voudrais vous rappeler que le Nicaragua a déployé des efforts très importants pour se préparer à la vaccination. Ils ont employé des vaccinateurs et des choses importantes pour renforcer la chaîne de froid. Nous avons encore des défis importants, non seulement pour le vaccin, mais les efforts qui sont déployés pour que la vaccination s'applique de la meilleure manière possible, avec beaucoup d'informations pour pouvoir contrôler la pandémie. Dans ce sens, l'information que nous avons concernant le nombre de cas et de décès continue à être très élevée. Et nous renouvelons notre demande pour que la population du Nicaragua reçoive des informations suffisantes et nous sommes disposés à coopérer et à soutenir le Nicaragua pour que le Nicaragua puisse contrôler l'infection là-bas, la dissémination là-bas. Merci. Je ne sais pas si le docteur Aldigueri voudrait rajouter quelque chose au sujet de la question des variants au Nicaragua. Oui, comme partie de la coopération technique, l'OPS a envoyé les intrants nécessaires pour le tamissage et pour les variants de préoccupation, non seulement au Nicaragua, mais tout au moins à 23 pays et territoires de la région. Bien que, en ce moment, nous ne comptons pas sur des informations au sujet de la détection de variants d'intérêt ou de préoccupation. Nous savons qu'au Nicaragua, le laboratoire de santé publique du Centre national de référence fait de gros efforts pour pouvoir gérer les données nécessaires et critiques, non seulement pour le financement, mais également pour la communauté scientifique régionale et mondiale. D'un autre côté, il est toujours important de placer ces commentaires dans un contexte sous-régional. Et merci aux efforts qu'ont fait les pays tels que Costa Rica, Belize, Honduras, etc., et le Panama, etc., où se trouve un des laboratoires de référence génomique. Il a été possible de surveiller le passage la circulation des variants
de préoccupation et la co-circulation des variants d'intérêt. J'aimerais mettre l'accent sur le soutien et l'aide que ces pays et la collaboration entre ces pays. Et je voudrais souligner cette question qu'il faut renforcer cette surveillance génomique durable qui nous permette de détecter à temps l'introduction et la dissémination de variants de différents intérêts. Et bien évidemment, l'OPS continuera à travailler de très près avec tous les pays et les territoires avec cet objectif. Merci. Merci, docteur. Nous avons plusieurs consultations sur les restrictions de voyage. Daniel Colling, Mexique, Irene Harman de Cadena, Argentine, et Meyani Bagobit en Guyana. Il demande si les restrictions d'accès imposent à certains pays, que certains pays imposent à ceux qui se sont fait vacciner. Il s'interroge sur les restrictions d'accès que certains pays s'imposent aux personnes ayant reçu des vaccins qui n'ont pas été autorisés par ces nations. Il souhaite connaître l'avis de l'OPS à ce sujet, comment le problème de l'homologation internationale des vaccins approuvés par les autorités réglementaires nationales est-il abordé? S'agit-il d'une mesure qui porte atteinte aux droits des individus et si l'OPS recommande que ces personnes soient revaccinées avec un autre vaccin? Merci beaucoup pour cette question. Beaucoup de doutes à ce sujet, au sujet des vaccins, les certificats de vaccination et qui intéressent tout le monde. Tout d'abord, je voudrais répondre d'abord à la dernière partie de la question. Nous ne recommandons pas de prendre un troisième vaccin, c'est-à-dire une autre vaccin. Ce n'est pas recommandé pour la santé. Il n'y a pas d'études qui garantissent qu'il s'agisse d'une procédure sûre. Nous ne recommandons pas de se vacciner avec deux vaccins différents. Deuxièmement, l'OPS et l'OMS ne recommandent pas utiliser le type de vaccin qu'il a pris pour établir un obstacle au voyage. Ceci ne fournit pas de protection supplémentaire et effectivement, il s'agit d'un obstacle pour les personnes. Lors de la réunion de notre conseil d'administration, les pays ont approuvé une résolution où clairement il est dit que l'accès au vaccin ne doit pas être utilisé comme un obstacle, une barrière, parce que à un moment où beaucoup de gens n'ont pas d'accès aux vaccins dans notre région, où ont l'accès à certains vaccins et non pas à d'autres, établir des critères, c'est un obstacle et une barrière qui doit être évitée. C'est une décision que chaque pays doit prendre. Notre recommandation est de ne pas utiliser ça comme pour mettre des obstacles aux gens. Et finalement, il me semble que c'est très important de souligner l'importance d'élargir l'accès. Parce que dans une situation où il y a tellement d'inégalités concernant l'accès, n'importe quelle demande supplémentaire concernant les vaccins peut être une barrière, un obstacle qui va augmenter l'inégalité de l'accès aux vaccins dans plusieurs pays. Nous espérons que les gens puissent suivre ces déterminations de l'OMS et de l'OS et qu'ils ne voient pas le pass sanitaire ou le certificat pour aller au pays. Et pour les règles internationales sanitaires, le seul vaccin qui est établi comme un règlement et qui peut être demandé par un pays pour autoriser l'entrée d'un voyageur international, c'est pour la fièvre jaune. Donc, notre recommandation, c'est que soit élargi l'accès au vaccin dans tous les pays. C'est bien mieux que essayer d'imposer des barrières et des obstacles qui vont faire une ségrégation des pays et des gens. Merci beaucoup. La question suivante est de Emilia Bexler de Clarín. L'Argentine a enregistré une forte baisse des cas au cours des 17 dernières semaines.
pour 500 cas par jour. S'agit-il d'un cas rare dans la région car Delta n'est pas encore prédominant et pensez-vous qu'il le deviendra, le variant Delta? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Merci de cette question. L'Argentine n'est pas un cas isolé en Amérique du Sud. Nous avons observé ce comportement dans plusieurs pays de cette sous-région. Nous pensons que cette situation de chute des cas cette baisse des cas se doit à plusieurs facteurs. D'abord, les différents types de transmission qui ont eu lieu en Argentine et dans d'autres pays de cette sous-région pour une grande partie de 2020 qui ont généré l'utilisation de mesures strictes, surtout dans des zones géographiques où il y avait une augmentation de la transmission. Ceci a fait en sorte qu'il y ait moins de mobilité, par conséquent moins de cas. Je voudrais souligner que les tests de laboratoire n'ont pas diminué. La moyenne cette dernière semaine, c'est 30 000 tests par jour en Argentine avec un taux positif de 2,%. Argentine a une photo claire de sa situation avec le soutien des laboratoires. Mais il est important et il est très important de prendre en compte les aspects immunitaires de la population. L'Argentine enregistre une hausse de la couverture vaccinale au-dessus des 47% d'après les dernières données publiées à la fin de la semaine dernière. Jusqu'au moment présent, concernant le variant Delta a été détecté dans 52 pays et territoires des Amériques. Néanmoins, sa distribution est assez hétérogène et qui prédomine en Amérique du Nord et aux Caraïbes, mais avec une expression plus lente dans certains pays d'Amérique du Sud où le variant Gamma continue à être prédominant. Il est très probable que le variant Delta soit prédominant dans d'autres pays. Mais il est difficile d'expliquer parce que jusqu'à présent, ce variant Delta n'a pas eu une explosion plus grande comme ceci s'est passé dans d'autres régions. Une hypothèse que nous soulevons, mais il s'agit d'une hypothèse, c'est que l'intense co-circulation préalable de beaucoup de variants, y compris le variant Gamma, ait généré une production croisés qui détiennent un peu la vitesse de l'expansion et j'espère avoir répondu à la question de la journaliste du Clarín Argentine. Merci beaucoup. Des questions suivantes qui sont liées aux clusters viennent de Irene Hartmann de Clarín et Steven à San Martin. Irene dit que plusieurs pays recommandent l'administration ou indiquent l'administration de troisième dose de COVID aux personnes immunodéprimées, entre autres, c'est-à-dire à celles qui n'ont pas peut-être généré une bonne immunité avec 2 doses. Vous avez jusqu'à présent déconseillé les troisièmes doses afin de donner la priorité aux personnes non vaccinées. Quelle est votre opinion à ce sujet? Et Steven veut savoir si les doses extra de renforcement, booster shots, sont nécessaires en ce moment, qui ont commencé à être appliqués alors que dans des pays des Caraïbes ont des difficultés pour cette question. Merci pour cette question. Cette question est très importante parce que sans aucun doute, nous sommes à un moment où nous pouvons voir des inégalités et des inéquités, où des personnes se soucient de la des pays se soucient de la troisième dose, alors qu'il y a des pays qui ne savent pas comment vacciner avec une première dose les plus vulnérables. Par conséquent, l'OPS a une position et nous continuons à suivre le comportement et la position qu'a pris le groupe d'experts de
IPS, un groupe indépendant qui revoit toutes les évidences d'une manière vraiment très suivie, parce que nous ne pouvons pas prendre une décision telle que celle-ci sans avoir les évidences qui nous prouvent qu'il est nécessaire d'avoir une troisième dose. D'un autre côté, les vaccins ont des comportements et des personnes différentes. Par conséquent, les données pour un vaccin peuvent être, on ne peut pas dire ça, que ça peut s'appliquer à d'autres vaccins. Ce sont des données qui pertinentes à chacun des vaccins et des personnes. Quelle est l'effectivité de ces vaccins dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, et quelle est la disponibilité des vaccins, puisque la quantité est la même. Si un pays prend la décision d'appliquer une troisième dose, des vaccins qui pourraient être utilisés pour la première dose pour des groupes vulnérables seront utilisés pour la troisième dose sans avoir les évidences qui sont nécessaires. Donc, le groupe SAGE d'experts indépendants évalue et étudie toutes les semaines. Il y a des indications qui indiquent, des recommandations qui indiquent qu'au fil du temps, les anticorps protecteurs perdent un petit peu. Mais il faut confirmer si ceci signifie une réduction de la protection. Il y a certaines informations qui nous indiquent que ceux qui ont des autres atteintes physiques de maladies ou des choses comme ça, il faut voir si l'immunité continue pendant longtemps. Mais tout ceci est en train d'être évalué pour pouvoir obtenir des données plus larges. Parfois, il est nécessaire d'avoir plus de données pour pouvoir avancer concernant les recommandations basées sur des évidences. Nous n'avons aucun doute, basé sur des preuves, nous n'avons aucun doute que la priorité dans la région est de pouvoir atteindre une couverture le plus large possible pour d'abord les personnes vulnérables et après pour tous les autres groupes. C'est notre première priorité et nous allons vous rappeler quelque chose. Le vaccin a deux actions, une action individuelle et une action collective. Si celui qui se fait vacciner se trouve dans une province, une ville, etc., où il y a une transmission communautaire très élevée, cette personne peut avoir une réponse différente si son système immunologique n'a pas bien répondu ou s'il a perdu la protection pendant un certain temps. Mais si cette personne se trouve dans une communauté, dans une ville, dans un État où la couverture vaccinale est élevée et en outre, les mesures de santé publique sont mises en œuvre, donc cette personne sera protégée sans avoir besoin d'une dose supplémentaire, mais elle va être protégée parce que la transmission sera diminuée. Par conséquent, la priorité, sans aucun doute, devra être d'atteindre une couverture vaccinale élevée, tandis que l'on revoit les données scientifiques et les études avancent pour pouvoir affirmer des recommandations au sujet de ces questions. Merci beaucoup. La question suivante nous vient de Question suivante de Michael Stock, éditeur du Financial Times pour l'Amérique latine en anglais, qui demande que devrait être le rôle du secteur privé dans le secteur de la santé en Amérique latine et les Caraïbes. Docteur Etienne. Merci, Michael, pour cette question. Le secteur privé a effectivement un rôle important à jouer en tant que fournisseur de services de santé pour par exemple, héberger les plateformes qui sont nécessaires pour générer et gérer les informations critiques et pour conduire l'innovation. Le secteur privé fournit également des médicaments et des technologies critiques qui ont permis de faire des progrès en santé. Les vaccins contre la COVID-19 et d'autres vaccins qui sont utilisés dans les programmes de vaccination routiniers. Bien sûr, il ne serait pas possible ces vaccins sans le développement du secteur privé. Dans beaucoup de nos pays, les services de santé privés complètent ceux qui sont disponibles
dans le secteur privé qui aide à étendre l'accès et la couverture sanitaire. C'est très important pour le secteur non lucratif qui fournit un accès pour les pauvres, les vulnérables et ceux qui n'ont pas accès aux services normaux. Ça a été le cas avant la pandémie et c'est toujours le cas. Par exemple, aux Bahamas, il y a eu un PPP, un partenariat privé-public, qui a permis d'augmenter le nombre de lits disponibles pour les patients de la COVID, d'adapter et de redéfinir un modèle de soins pour répondre à l'évolution de la pandémie, protéger les communautés des îles de la famille, transporter les patients, y compris les transferts aériens. Au Chili, également, au début de la pandémie de la COVID-19, un décret d'alerte santé a permis d'organiser la coordination de tous les lits dans les urgences dans le pays et a créé un réseau intégré de lits sous la gestion des autorités nationales publiques. Donc, ça a permis de constituer un pool unique pour pouvoir déterminer qui était disponible pour tout patient dans toutes les régions du Chili. Il y a d'autres bons exemples de collaboration dans plusieurs pays. Nous avons également travaillé de façon étroite en partenariat avec des ONG pour déployer des équipes médicales d'urgence pour le transport et la logistique et dans d'autres secteurs clés. Pour terminer, je pense que le secteur privé est un partenaire clé pour le futur dans la phase post-pandémie pour fournir les transformations nécessaires au système de santé à partir des soins primaires et pour progresser dans la santé universelle en renforçant la résilience afin d'affronter les nouvelles pandémies et les désastres potentiels, les catastrophes potentielles. Merci, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Henri Cardenas de la Prensa au Panama qui demande quelle est l'évaluation par l'OPS de la gestion de la pandémie par le Panama et que reflète son analyse sur les raisons pour lesquelles la troisième vague de COVID-19 n'a pas été aussi forte au Panama malgré le variant Delta que dans d'autres pays qui ont connu des quatrième et cinquième vagues. Docteur Aldiguieri, s'il vous plaît. Merci beaucoup de cette question au sujet du Panama. Il est toujours très important de nous rappeler que depuis le début de la pandémie, nous avons observé un mosaïque de profils épidémiologiques au sein des sous-régions, comme par exemple dans la partie d'Amérique centrale, mais également des différences sous-nationales, des différences de comportement à niveau national. Dans le cas du Panama, je voudrais souligner plusieurs facteurs qui aient pu contribuer à un impact moindre de la pandémie lors de ces dernières années. Tout d'abord, l'effet de la vaccination, 5,4 millions de doses appliquées qui couvrent plus de la moitié de la population avec 2 doses. 55% d'après les données du ministère de la Santé. C'est le premier point, les effets de la vaccination. J'aimerais également souligner le développement d'un réseau très solide de surveillance par les laboratoires. Cela a permis la caractérisation des flambées rapidement avec plus de 10 000 tests et également à améliorer. Il a été installé une surveillance génomique du virus SARS-CoV-2 très tôt avec l'aide de l'Institut Vargas qui et avec 6 laboratoires de référence, fait partie des laboratoires de référence des Amériques. Au Panama ont été appliquées des mesures de protection comme la distanciation sociale et l'utilisation de masques et ne pas baisser la garde. Et avec la flexibilisation récente, on pourrait penser à ce que cette soit modifié avec des groupes. J'espère avoir répondu à votre
à la question du journaliste du Panama. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous avons des questions au sujet du Venezuela. Nicole Japour de Bloomberg qui dit, contrairement à d'autres pays de la région, le nombre d'infections quotidiennes au Covid-19 ne semble pas diminuer au Venezuela selon les chiffres officiels. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons de cette situation? Est-ce que la lenteur relative avec laquelle la vaccination a été initiée dans le pays est-elle liée? Et est-ce que le variant Delta y est-elle pour quelque chose? Et Sami Martinez, journaliste de Transparencia au Venezuela, nous demande si nous avons des détails sur l'application des vaccins Sinovac qui sont arrivés dans le pays au début du mois de septembre. Nous aimerions savoir combien de personnes ont reçu ce vaccin et dans quels États du Venezuela il a été appliqué. Docteur Ugarte, merci. Sébastien, pour ces questions. Comme dans beaucoup d'autres pays, il y a plusieurs facteurs qui ont subi l'augmentation, une montée de la transmission. Et au Venezuela, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la diminution des mesures de distanciation physique, bien qu'il y ait des recommandations nationales qui soient mises en œuvre. D'un autre côté, la disponibilité basse des vaccins et la population également l'arrivée des variants. Donc, un très petit pourcentage correspond à Delta, ce qui nous fait dire que tandis que la couverture de vaccination contre le COVID-19 au Venezuela, il est très important de continuer à mettre en œuvre les mesures de distanciation physique et d'autoprotection pour la population. C'est un appel très important pour la population parce que ce n'est que comme cela que nous pourrons nous protéger de n'importe quel variant, mais également du COVID-19, bien que les autorités vénézuéliennes ne nous reportent pas les niveaux d'infection et de malades. Nous espérons que nous allons essayer de réduire le nombre de décès. Au Venezuela, les courbes nous montrent une stabilité, ce qui nous rassure, mais en outre, une montée des cas. Mais néanmoins, les chiffres sont si nous les comparons à d'autres pays. Concernant les vaccins qui sont arrivés récemment ont été remis et livrés au programme d'immunisation était en train de progresser. Nous attendons les informations officielles sur ainsi, nous pourrons partager les informations dès que nous les aurons. Nous sommes en train de mettre en œuvre des actions de réponse pour réduire le nombre de cas et le nombre de décès au Venezuela. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions qui concernent les transferts de technologie et la production de vaccins. Manuel du Mexique nous demande si les institutions qui ont été sélectionnées au Brésil et en Argentine pour recevoir le transfert technologique du ARN messager ont été les deux seules institutions qui ont répondu aux exigences et il veut savoir s'il y a une limite concernant le nombre de centres pour ces transferts. Et nous avons une demande de Maribel Ramirez de Mexico qui demande comment pensez-vous à l'OPS que les efforts régionaux pour la production de vaccins anti-Covid peuvent être mieux alignés en tenant compte des propositions de la CEPALC, de l'OPS et d'autres organisations et est-ce que l'OPS soutient la proposition de la CEPALC de rechercher des flexibilités temporaires en matière de propriété intellectuelle à l'OMC afin d'accélérer la production de vaccins par le biais de consortiums régionaux entre les pays qui en ont la capacité. Merci pour ces questions, docteur Jarbas.
Quand nous recevons des propositions, nous avons eu 30 propositions. Il n'y avait pas de limite pour le nombre de propositions, mais nous avions certains critères qu'un comité extérieur, quand a fait l'analyse des propositions, les propositions devraient être faisables, possibles. Je pense que c'est un critère important. Les propositions devaient démontrer qu'elles étaient possibles à être appliquées dans le pays qui les proposait. En deuxième lieu, tous les produits qui ont été produits par ces initiatives doivent bénéficier tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce que nous sommes en train de travailler avec l'OPS, ce n'est pas pour qu'un seul pays ait que le pays ait la capacité de fabriquer pour son seul pays. Nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des pays et il nous faut profiter de cet intérêt pour réduire la vulnérabilité de notre pays, mais avec des propositions possibles qui puissent véritablement changer la situation de la région. Et c'est pour cela que le premier pas de la plateforme régionale que l'OPS a lancé, c'est de réfléchir à la technologie stratégique, parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, comme la directrice l'a dit, de l'ARN messager qui peuvent être utilisés pour d'autres maladies virales que nous avons dans la région. Donc, nous avons sélectionné les deux projets qui étaient les deux projets les plus possibles. Et c'est le projet de Biomanguinhos au Brésil, à Rio de Janeiro, qui a développé un vaccin ARN messager, c'est-à-dire qui a sa propre technologie pour produire son vaccin. Et nous allons fournir avec l'OMS du soutien de la coopération technique pour pouvoir avoir un processus plus rapide pour finaliser, terminer le développement et passer à la production de ce vaccin. Et un consortium d'entreprises Synergium Biotech et Maxart en Argentine. Ce consortium, ce sont des producteurs qui ont une grande capacité de production, qui vont faire un investissement pour augmenter l'usine de production, auront besoin d'un transfert de technologie. Nous sommes déjà avec nos collègues à Genève à la recherche d'entreprises qui puissent opérer ceci. Et je voudrais dire également que nous essayons de renforcer d'autres pays qui ont des producteurs aussi dans d'autres pays tels que notre directeur. Nous avons un appel que des entreprises de biotechnologie de plusieurs pays de la région puissent participer avec leur collaboration, comme l'a dit la directrice. L'autre proposition, l'OPS cherche un dialogue avec tous les acteurs importants de la région. Nous avons eu, lors de notre réunion du conseil d'administration, lorsque nous avons lancé ces deux projets, nous avons demander un développement pour annoncer la disposition de soutenir avec des financements, avec des emprunts, les efforts de la région pour pouvoir avoir plus d'autonomie concernant la production de vaccins, de médicaments et d'autres produits pour la région. Nous avons un dialogue avec la CEPALC très important CEPALC participe à cet événement et nous continuons avec le mandat qui a été approuvé par les membres. Les pays ont approuvé un document très important pour demander à l'OPS qu'elle puisse renforcer son rôle de leadership, de coordination pour que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes aient plus de capacité pour produire et pour avoir accès aux vaccins. Bien évidemment, ceci fait partie de beaucoup de points. L'OPS et l'OMS pensent que les pays doivent utiliser les flexibilités qui sont contenues dans les accords de Doha pour des fins de santé publique. L'OPS soutient ceci parce qu'il y a des mandats dans la région qui ont ce but.
Mais pour les produits les plus complexes tels que ARN messager par exemple, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de choses que d'obtenir le permis, les licences pour la production, les permis de production. C'est bien évidemment c'est très important si les détenteurs de la technologie les ont et les considèrent, mais il est important également de renforcer les capacités de production dans la région, parce que si nous n'avons pas cette capacité, les producteurs et ceux qui détiennent les brevets ont les brevets, les permis d'utilisation, notre région pourrait rester vraiment en arrière. Il faut donc combiner sous tous les aspects les questions de réglementation, les questions de la capacité technique et les questions d'avoir des usines producteurs avec des bonnes pratiques de fabrication, avoir la capacité de faire le changement de développement pour la production. Nous sommes là pour soutenir les pays dans tous ces aspects qui sont pareillement importants pour obtenir une production en Amérique latine et aux Caraïbes. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions. La question suivante de Karine Jovers d'Antigua et Barbuda Question de en Kadim anglais. Joseph, du Health Editor de Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda a observé une augmentation forte du nombre de morts liées à la COVID, avec 30 morts ce mois de septembre. Est-ce que l'OPS a travaillé avec les responsables de santé sur ce sujet et quels conseils l'organisation a donné pour la gestion de ce? Merci pour cette question concernant les Caraïbes orientales. Je voudrais signaler la mise à jour publiée il y a quelques jours par notre équipe des Caraïbes. Je vais étendre mes commentaires à toute la région des Caraïbes orientales. Dans la plupart de cette région, dans ces pays des Caraïbes orientales, nous observons une transmission communautaire qui limite, avec une capacité limitée de réponse et un risque couru par que les services de santé deviennent submergés par la circulation du variant Delta. Pratiquement 8000 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés les 3 dernières semaines de septembre, avec une augmentation de 52% par rapport au mois d'août. Ce sont des données de Barbados, Antigua-Barbuda, Dominica, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines. Cette augmentation de cas est principalement relevée chez des gens qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19. La semaine dernière, les augmentations de cas est plus forte en Sainte-Lucie, Antigua-Barbuda, et le taux d'hospitalisation a augmenté de façon significative dans la plupart des pays des Caraïbes orientales. Vu ce contexte, des mesures doivent être prises pour limiter la transmission, gestion des cas et contrôle de l'épidémie. Et on doit se centrer plus particulièrement sur la prévention et les détections précoces de pandémies, de flambées possibles. Et j'aimerais souligner les recommandations de l'OPS pour que les individus acceptent de se faire vacciner contre la COVID-19 et respectent les mesures barrières. Et j'aimerais garantir les pays et nos partenaires dans les Caraïbes que l'Organisation panaméricaine de la santé fournit toujours des tests, des fournitures de produits médicaux, des concentrateurs d'oxygène, en plus des équipes médicales d'urgence qui sont déjà déployées dans ces pays pour prêter assistance. Merci. Merci, docteur. Et les questions suivantes, Gisela Salomon de la Paix et Daniel Poyer de New York Times, ils nous demandent
Le docteur Etienne a, dans ses remarques initiales, a dit qu'ils ont signé un accord avec Sinovac. Si elle pourrait nous donner plus de détails au sujet des vaccins, pour quel pays, à partir de quand, et si les pays devront payer l'OPS pour ces vaccins. Docteur Barbosa, s'il vous plaît. Merci de cette question. Comme le docteur Etienne l'a dit, nous travaillons dans tous les domaines où il est possible de le faire pour que les États aient accès. Nous travaillons avec COFAX pour accélérer les processus. Nous essayons de faciliter les dons, mais nous avons établi cette possibilité d'acquérir directement des vaccins. Ce n'est pas un don. Les pays qui souhaitent peuvent utiliser cette nouvelle possibilité d'acquérir les vaccins à travers le Fonds renouvelable. La Banque interaméricaine de développement octroie des prêts aux pays pour qu'ils puissent acquérir, mais il s'agit d'acquisition directe des pays à travers le fonds. Tous les pays qui le souhaitent peuvent avoir. Nous avons déjà reçu des demandes initiales, environ 25 pays de la région, certains qui souhaitent avoir des vaccins cette année et d'autres en 2022. Nous sommes en train de négocier auprès de tous les producteurs qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS. Nous avons déjà réussi à signer l'accord la semaine dernière avec le producteur Sinovac qui a proposé 8 500 000 doses cette année encore et plus de 86 millions de doses pour 2022. Et nous avons une négociation qui est avancée déjà, que nous allons signer cette semaine ou la semaine avec deux autres producteurs qui proposent des vaccins pour le dernier trimestre 2021 et début 2022. Donc, ceci est possible pour tous les pays qui souhaitent participer et nous allons annoncer la signature avec ces nouveaux accords puisque nous sommes à l'étape finale de la signature de ces accords. Maintenant, merci docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Pour le docteur Etienne en anglais, la question suivante. Question finale pour le docteur Etienne. Vous avez dit que nous devons vaincre cette pandémie de façon plus rapide et nous préparer pour la prochaine crise. Qu'est-ce que l'OPS fait exactement pour se préparer à cette prochaine crise? Merci pour cette question. Comme nous l'avons dit antérieurement, la pandémie de la COVID-19 a jeté la lumière sur le développement, a montré que le développement social et sanitaire est lié. Et nous devons garantir pour la sécurité sanitaire et le développement un accès universel à la santé. La COVID-19 a également montré que nous devons être préparés aux urgences basées sur les risques. Il nous faut pouvoir fournir des services de santé d'urgence à tout moment. Cela va, bien sûr, requérir le renforcement des services de santé avec de la surveillance et des systèmes de gestion sanitaire numérisés. Le chemin pour réussir à vaincre cette pandémie, pour contrôler la transmission soutenue, pour permettre que les gens travaillent et vivent normalement de nouveau, avec une bonne santé mentale et du bien-être, dépend de notre action dans 3 secteurs. D'abord, il nous faut contrôler la diffusion de la COVID-19, y compris dans tous ces variants. Une vaccination, donc, mesures de santé publique qui restent toujours très importantes. Deuxièmement, il nous faut maintenir la capacité d'augmenter la capacité de réponse des systèmes et services de santé pour pouvoir prendre en compte la COVID-19 et sans laisser de côté les autres besoins sanitaires. Et finalement, il nous faut pouvoir garantir un accès équitable aux vaccins qui seront administrés à tous. Aujourd'hui, nous avons des réseaux de fourniture de soins de santé qui sont centrés sur l'hôpital au lieu d'être centrés sur les gens et les communautés.
Ils se concentrent sur la création de ressources au lieu de résultats de santé. Ils se concentrent sur la maladie, surtout au lieu de se concentrer sur la santé holistique et le bien-être des individus. C'est pourquoi, pour nous préparer pour une prochaine crise sanitaire, il faut nous centrer sur les soins primaires. Nous sommes persuadés que 70% des besoins en santé peuvent être comblés pour les populations. Et bien sûr, les investissements financiers sont fondamentaux. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il nous faut augmenter les niveaux de financement des services de santé. Il faut mieux utiliser les ressources pour combattre les inégalités et limiter les dépenses non planifiées et augmenter l'efficacité de nos services de santé. Il faut plus investir dans la recherche scientifique et dans la définition de politique publique pour que nous prenions des décisions qui sont basées sur les dernières connaissanses scientifiques. Et plus important encore, il nous faut devenir autosuffisants afin de pouvoir mieux répondre à des besoins d'urgence sanitaire. Les investissements en sciences, dans la technologie et dans l'industrie pharmaceutique sont essentiels pour le futur. Et l'OPS travaille avec toutes ces institutions, tous ces secteurs pour garantir que nous pouvons vaincre cette pandémie. Et il nous faut commencer dès maintenant à nous préparer pour le futur, pas seulement pour vaincre la COVID-19, mais construire des services de santé publics plus solides afin que nous soyons mieux préparés pour fournir des soins de santé de qualité et d'avoir des capacités encore meilleures pour affronter les urgences. Laissez-moi vous remercier une fois de plus de nous avoir rejoints. Prenez soin de votre santé, faites-vous vacciner dès que cela est possible pour vous et s'il vous plaît, respectez les mesures barrières. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sus preguntas. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS. Vous pouvez remarquer, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre événement. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page PAHO et vous pouvez continuer à être en contact avec nous à travers le courrier électronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et prenez bien soin de vous. Merci. À la semaine prochaine.